Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, je suis la porte-parole d'une grande équipe. J'ai eu, je dirais, le privilège d'avoir pu m'imprégner d'un univers qu'on ne côtoie pas nécessairement tous les jours. Comme anthropologue, pour nous, c'est une occasion unique de rencontrer toutes sortes de personnes à travers le Québec. Je vous présenterai tout à l'heure un peu la méthodologie de la recherche. Aujourd'hui, ça va vraiment être une synthèse qui va se baser sur principalement les expériences des personnes immigrantes de tout statut d'immigration confondu qu'on a rencontré. Également, je vais relever la voix de plusieurs employeurs qu'on a rencontrés. Et là, j'ai retenu l'information pour les acteurs clés, mais je vais vous donner aussi quelques pistes de recommandations, comme il y a la table ronde avec notamment Karen Donoso du SWAT qui a participé à l'initiative. Je prends moins la voix des acteurs clés. Donc, je vais juste vous nommer un peu les objectifs de la recherche, puis ensuite, juste pour que vous plongiez avec moi un peu dans l'univers, la complexité des processus d'insertion au secteur de la construction, il va y avoir un petit extrait de Pierre qui avait témoigné dans le cadre de 2 journées sur l'inclusion dans le secteur de la construction qu'on a réalisé au mois de mai dernier. Donc, la recherche visait à comprendre vraiment les facteurs qui favorisent ou qui limitent l'accès au secteur de la construction dans tout le Québec. Donc, de 3 points de vue, comme vous avez vu, personnes immigrantes, employeurs et acteurs clés. Acteurs clés étant toute personne qui peut jouer un rôle à un moment donné ou un autre de la trajectoire de la personne immigrante. Donc, une personne immigrante qui arrive ne rencontre pas seulement des conseillers en emploi, mais aussi s'implique tout le secteur de l'immigration, de l'éducation, de la reconnaissance des acquis. Parfois, il y a des avocats également, des conseillers du communautaire, des conseillers aussi d'institutions. Bref, on a rencontré beaucoup de gens et nous, c'est important vraiment d'avoir la perspective de chacun parce que l'objectif ultime de la recherche, avant même qu'on sache qu'elle la bonne réforme du travail. L'objectif, c'était d'émettre des recommandations, certaines ambitieuses, d'autres plus réalistes, pour vraiment voir de quelle façon on peut mieux soutenir des personnes immigrantes qui souhaitent travailler dans le secteur de la construction, sachant qu'il y a des besoins aussi immenses qui sont là, il y a une volonté, mais il y a comme des freins, il y a comme quelque chose qui se passe qui fait que d'un côté, les employeurs disent « amenez-nous des personnes immigrantes » et de l'autre, les personnes immigrantes ne retrouvent pas les employeurs. Donc, c'est juste pour signifier un peu cette situation paradoxale. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment de plonger dans « mais qu'est-ce qui se passe pour que ce soit si complexe que ça? » Témoignage? Excuse-moi, c'était pas un ordre. C'est plus pour... alors là, l'extrait de témoignage que vous allez entendre, juste pour vous mettre un peu dans l'esprit de la complexité des processus d'insertion, c'est Pierre qui est arrivé au Québec en région, en fait, en 2018, et qui maintenant travaille dans les chantiers de la construction. Donc, c'est un processus qui a pris quelques années. Quand le témoignage débute, ça débute à la minute 2, il a terminé son cégep en ébénisterie et il commence à travailler sur des chantiers. Donc, c'est une trajectoire non conventionnelle, comme beaucoup d'autres trajectoires de personnes immigrantes qui travaillent dans le secteur de la construction. Donc, on démarre. Petit à petit, donc, dans le monde du travail, où après avoir obtenu mon tech, je me suis retrouvé au niveau du travail, je me suis retrouvé, premièrement, je suis resté, donc j'étais pas encore dans la construction, je suis resté vraiment en ébénisterie, donc pendant à peu près une période de 1 an. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai accédé beaucoup à de nombreux chantiers, parce que moi, en tant qu'ébéniste, on de l'installation de cabinet, et l'installation de cabinet, ça demande de fabriquer le cabinet dans l'atelier, et puis ensuite, donc, sur les chantiers. Donc il y avait souvent du résidentiel, et petit à petit, à force de, je voyais des peintres, je voyais des charpentiers, et évidemment tous, généralement, faisaient partie de la construction. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais déjà un petit peu entendu parler, je savais que c'était qu'on parlait de construction. Et donc, je posais des questions petit à petit. Évidemment, ils me parlaient par salaire. Moi, je suis ébéniste. Donc, voilà. C'est sûr qu'il y avait cette petite différence. Et je me suis renseigné petit à petit pour pouvoir intégrer la construction. C'est vrai que donc, je suis resté à peu près 7 mois dans cette entreprise. C'est là où je me suis dit, pourquoi pas regarder un petit peu ce que ça donne, ce que c'est.
Donc au début, je regardais sur internet, construction, j'essayais de voir un petit peu. J'ai su qu'il y avait, donc j'ai à peu près compris par la suite qu'il y avait donc des syndicats. C'est vrai que quand on arrive ici, j'avais vraiment pas du tout l'idée, mais finalement il faut faire des recherches et ça marche comme ça petit à petit. Donc c'est ça, j'ai téléphoné au syndicat, c'est là où j'avais un petit peu plus de réponses. Aussi j'ai appelé la CCQ, j'avais quelques réponses. Et j'ai su donc qu'il fallait faire la formation sécurité chantier. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais j'ai commencé par ça, et donc c'est à peu près, dans les dates, si je me souviens bien, c'était en 2021, donc à peu près février 2021, je me suis dit, bon, je vais arrêter le travail pour pouvoir faire ma formation. J'avais à peu près essayé de coordonner. Et en même temps, évidemment, j'entendais parler du bassin. Ça, c'était un peu la source de stress parce que j'avoue que je ne comprenais pas comment ça marchait. Je savais qu'il fallait mettre mon email pour pouvoir recevoir et savoir quand est-ce que le bassin de Charpentilly allait ouvrir. C'était la partie. Je ne savais pas que c'était pas bien organisé, mais j'avais du mal, je ne recevais pas les alertes. Je ne savais pas si le bassin était ouvert, je ne comprenais pas. Et des fois, les syndicats m'appelaient et me disaient c'est ouvert, c'est maintenant. Donc c'était pas facile de ce côté-là. Mais j'ai quand même réussi, je pense qu'à la dernière minute, après avoir fait donc, ma formation en sécurité chantier, à être intégré dans la construction. J'ai été intégré à une entreprise que je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas du tout, on m'avait mis, mais au moins j'avais un numéro. Donc j'ai passé plus d'un an dans cette entreprise. Et la première difficulté que j'ai eue, c'était pour faire reconnaître mes heures. Ça, c'est toujours le sujet un petit peu difficile, où je savais qu'il fallait faire un dossier pour pouvoir faire reconnaître ces heures. J'ai réussi à faire reconnaître mes heures d'ébénisterie, donc j'ai pu gagner un petit peu d'heures pour pouvoir passer à l'étape d'après. Mais c'est là où mon diplôme, donc en tech, en ébénisterie, j'avais vraiment aucune reconnaissance. C'était un diplôme assez dur à passer. Il y a eu pas mal de pression. Je sais que c'est pas un DEP, mais ça dure 3 ans à la différence d'un DEP qui généralement dure 2 ans. J'ai téléphoné à la CCQ, j'ai demandé, j'ai posé beaucoup de questions. Je pense que j'ai dû appeler 3 fois et passer beaucoup de temps au téléphone. Et malheureusement, la seule réponse que j'avais, c'est un peu dommage, mais généralement, ils disaient que c'était l'ordinateur qui disait que mon diplôme n'était pas reconnaissable. Donc moi, je demandais, j'étais vraiment, c'était un peu incompréhensible. Et j'avais pas de connaissance de ce diplôme, forcément ça frustre un petit peu, parce que c'est un sacré défi. Mais en globalité, j'ai pu avoir des reconnaissances d'air quand même d'entreprise. J'ai passé, franchement, c'était une très bonne entreprise, c'était une petite entreprise, à la différence souvent on a des clichés dans la construction, comme quoi c'est difficile, que les premières années, on va arriver à avoir un petit peu, bon bref, je vais rien dire, mais ça s'est très bien passé, j'ai trouvé, on était 3 dans l'entreprise. Des beaux projets. Et si je peux donner des reconnaissances, c'est ça, je dirais que le bassin de la construction, c'est clairement peut-être la tâche la plus simple pour pouvoir rentrer dans la construction. Potentiellement intervenir dans les cégeps. Après ça, tu pourras m'aider pour revenir à la base. Je sais que ça se fait probablement à Montréal, mais à Victoriaville, j'ai pas eu ça. Je sais qu'à Montréal, il y en a qui passent la formation en sécurité chantier. Et puis, un petit mot de la fin, parce que je pense que c'est 5 minutes. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé travailler dans cette entreprise. Merci. Alors, imaginez une personne francophone qui étudie ici, c'est compliqué. Alors, imaginez pour une personne allophone sur un statut temporaire que d'expérience à l'extérieur, comment ça peut l'être. C'est pour une situation un peu contrastée, donc oui, merci beaucoup. OK, excellent. Donc, ce qui nous amène à la recherche, c'était vraiment pour se mettre dans le bain. Comme je disais, c'est une recherche pour laquelle je n'étais vraiment pas la seule. Je nommerai pas tous les partenaires. C'est une recherche-action qui a été financée par la Commission de la construction du Québec, Conseil emploi métropole et d'autres partenaires. Mais c'est vraiment en collaboration étroite avec un organisme que vous connaissez peut-être, qui est la TCRI, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'une voie commune, de tenter de comprendre, c'est quoi la situation. On avait également un comité aviseur de la recherche interministérielle parce que
quand on dit l'intégration, c'est l'affaire de tous. Quand on fait de la recherche, il faut que ce soit même au début de la recherche. Donc, on avait un comité, on se rencontrait tous les 2-3 mois environ à chacune des étapes de la recherche, avec autour de la table éducation, emploi, immigration, etc. Donc, je ne les nommerai pas tous, mais c'est juste pour vous signifier un peu cet ancrage-là. Et également, comme c'est un projet de recherche-action, il y avait un volet qu'on appelait le volet soutien avec le SWAT à Québec et avec la Maisonnée à Montréal qui a permis en temps réel l'accompagnement de personnes immigrantes, donc une journée par semaine pendant 9 mois et peu importe le statut d'immigration. Donc, il n'y avait pas à faire de l'accompagnement en fonction des normes. Donc, le Québec peuvent exclure plusieurs personnes avec des statuts temporaires. Donc, si on pourra en reparler plus, c'est peut-être aussi sur l'heure du dîner, mais je ferai un petit focus par rapport à ça tout à l'heure. Juste pour vous dire aussi, il y avait un lien avec la recherche parce que nous, ça nous permettait de voir, mais justement, comment fonctionne l'accompagnement et en temps réel, si une personne est référée à tel et tel endroit, qu'est-ce qui se passe. Donc, et pour l'organisme d'accueil, ça permettait également de se former et de voir la plus-value de connaître finalement un domaine assez complexe parce que les conseillers d'emploi sont des généralistes, si vous devez le savoir. Et donc, on avait également toute une équipe. Avant d'entrer spécifiquement dans la construction, juste pour vous partager un peu à la suite de l'introduction de Daniel, vous savez qu'une augmentation des flux d'immigration touche également le Québec. Nous, la recherche, au tout début, les personnes sur un statut temporaire n'étaient pas incluses. Mais on a pris assez rapidement, au tout début de projet, on a décidé que non, sur le terrain, on rencontre des gens sur un statut temporaire, donc on a inclus également les personnes du secteur de la construction sur un statut temporaire, voire sans statut, donc on rencontrait toutes les personnes qu'on pouvait rencontrer, et à peu près la moitié des 150 personnes immigrantes du secteur de la construction qui ont pu être jointes d'une façon ou d'une autre, il y en a à peu près la moitié qui étaient sur un statut temporaire. Statut temporaire étant une définition très, très large. Donc, c'est autant les travailleurs sur un permis ouvert, travailleurs sur un permis fermé, les étudiants, voire les personnes qui sont entre deux statuts, les demandeurs d'asile, etc. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'avoir la diversité d'expériences des personnes qui sont déjà sur les territoires au Québec. Et ce qu'on voyait dans les échanges, que ce soit avec le ministère de l'Immigration, la CCQ, etc., en fait, on ne savait pas vraiment combien de personnes immigrantes du secteur de la construction sont au Québec actuellement. Il y a vraiment une invisibilité statistique. Nous, à l'époque, on avait les données de Statistique Canada qui montraient qu'à peu près 5000 personnes au Québec immigrantes sont diplômées ou travaillent en construction. Ça se peut pas qu'il y ait juste 5000 personnes. Les statistiques du ministère de l'Immigration avec la profession déclarée, c'était aussi dans les 5 dernières années à peu près 3000 personnes de tous les métiers. Je dis, ça se peut pas non plus qu'en 5 ans, il y ait juste 3000 personnes qui ont immigré. Donc, nous, on est vraiment partis en se disant, on va explorer pour voir justement qui apparaissent pas non plus dans les statistiques. Un autre élément qui était archi important pour nous, puis je vous l'ai déjà mentionné un peu, c'est qu'on prend en compte le parcours d'insertion professionnelle dans toutes ces étapes. Donc, du choix du métier à la reconnaissance, à l'accès à l'emploi, puis ensuite la mobilité professionnelle. Parce que la plupart des chercheurs, on dirait, on se focale sur la reconnaissance, on se focale sur l'insertion en emploi, mais nous, on voulait vraiment voir l'ensemble de la trajectoire pour identifier justement y a-t-il un endroit où ça coince plus qu'un autre, puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ça décoince, surtout dans une perspective, comme on dit, intersectorielle, c'est-à-dire que un conseiller d'emploi peut référer à l'éducation à l'emploi, mais des fois ça se passe pas dans l'ordre non plus. Alors il faut que les personnes se parlent, il faut aussi que les programmes, services et mesures soient faits de façon relativement cohérente pour qu'une personne qui arrive finalement puisse cheminer vers
l'emploi de la façon la plus harmonieuse possible. Donc, ce qui amène la perspective intersectorielle, mais aussi ce que nous, on dit dans le jargon perspective multiniveau, c'est-à-dire que tous les programmes services qui sont appliqués, bien, il doit aussi avoir une logique au niveau politique pour qu'il y ait une cohérence. Si on fait une mesure, bien, il faut penser aussi aux conséquences ou il faut donner les moyens que la mesure soit effective. Bon, ne serait-ce que l'annonce par rapport à la francisation dernièrement, qui est obligatoire pour les personnes sur un statut temporaire après 3 ans. Première question que moi je me pose, c'est est-ce qu'il y aura les moyens nécessaires pour que les personnes, par exemple, puissent avoir un soutien pour améliorer leur français pendant la période? On pourrait y revenir. Est-ce que je parle trop vite? Le son est bon? D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais accélérer un peu parce que, quand même, ça va, Daniel, tu me feras signe, excellent. Donc, je vous ai déjà parlé de l'objectif. Je ne vous ai pas parlé de la méthodologie, puis je le fais en 5 secondes. C'est une méthodologie de recherche mixte, c'est-à-dire qu'il y a des questionnaires en ligne qui ont été répondus par les personnes immigrantes et les employeurs, des entretiens en profondeur également avec ceux qui voulaient bien nous rencontrer. Et on avait aussi des groupes de discussion avec les acteurs clés. Donc, et pour nous, dans les critères de participation pour les personnes immigrantes, c'était simplement d'être arrivé au Québec depuis moins de 10 ans, avoir travaillé ou souhaité travailler dans cet art de la construction, et peu importe où ils résident au Québec. Donc, on a rencontré à peu près la moitié des personnes à Montréal, mais l'autre moitié dans toutes les régions du Québec. Vive le téléphone et le Zoom pour faire les entretiens. On s'est déplacé quand même à quelques reprises. Donc, ce qui nous a amené à être en contact avec à peu près 250 personnes. C'était en contexte de pandémie en 2020, 2021, 2022 que notre terrain a eu lieu. Donc, et on a eu un petit défi de ce point de vue-là. Mais quand même, donc parmi ces personnes-là, 150 personnes immigrantes, une soixantaine d'entreprises des différents secteurs, ceux qui connaissent la construction, donc autant dans l'industriel, commercial, résidentiel que génie civil, voirie. Donc, on voulait voir aussi les sous-secteurs de la construction et à travers le Québec, avec également du point de vue des entreprises, une diversité de petites, moyennes et grandes entreprises pour justement explorer la diversité des situations. Donc, vous avez déjà entendu le témoignage. Alors, les personnes immigrantes qu'on a rencontrées, donc parmi les 150, évidemment, il y avait très peu de femmes, mais quand même, on a vu vraiment un intérêt. Il y avait à peu près une dizaine de femmes qu'on a pu comme joindre à travers le questionnaire, le groupe de soutien, le volet soutien avec les organismes communautaires, puis à travers les entretiens individuels. La moitié était sur un statut temporaire, dont certaines personnes, une ou deux étaient comme sans statut ou sur un visa et se retrouvaient un peu, des fois, entre les branches. On pourra s'en reparler également. Et il y a vraiment une diversité au niveau des métiers. Tu sais, je me disais peut-être qu'on verra comme des secteurs de métiers qui sont plus populaires. Il y en a peut-être quelques-uns comme charpentier, électricien, etc. Mais en fait, il y a une vingtaine de métiers occupations réglementées, même plus que 20. Tous les métiers étaient représentés pratiquement. Donc, nommez-moi un métier, je vais vous le dire. Mais sinon, on peut faire les toitures, on peut être manœuvre, on peut être plombier, électricien. Donc, et chaque métier a aussi ses propres façons de fonctionner. Mais le but de la recherche, c'était pas de voir pour chaque métier, ni de faire une évaluation des programmes, mais d'avoir vraiment la diversité d'expériences. Alors, parmi les entretiens individuels et les questionnaires, ce qui est ressorti comme élément facilitant, selon leur perspective à eux, c'est que, en fait, pour travailler ou pour être reconnu dans le secteur de la construction, là, c'est un peu une évidence, mais je le mets, ce qui est fondamental, c'est le soutien d'un acteur proche de l'industrie.
surtout dans un secteur réglementé qui est super dur à comprendre. Donc, il y a vraiment cet élément-là qui va faire la différence, que ce soit pour l'information, la reconnaissance ou l'emploi. Donc, considérant que parmi les personnes qu'on a joint, les personnes immigrantes, même si on met de l'avant que l'éducation, c'est la voie royale, finalement, pour être reconnue, etc., plus que la moitié des personnes migrantes sont allées en emploi directement et c'est en cours d'emploi qui ont fait les démarches de reconnaissance professionnelle. Donc, beaucoup d'entrées par bassin avec quand même des personnes qui sont expérimentées, mais c'est un peu une façon de commencer finalement, puis ensuite, que ce soit avec le soutien d'un membre du syndicat, avec le soutien d'un employeur ou d'un organisme communautaire, bien, on tente finalement de se faire reconnaître les arts, les diplômes, etc. Donc, on voit aussi toute l'importance que ça a, bien, surtout les personnes sur un statut temporaire que, de toute façon, n'ont pas accès à la formation non plus. Donc, ça ne fonctionnerait pas pour plusieurs. Mais c'est aussi l'importance de travailler rapidement puis d'avoir du pain sur la planche. Donc, un autre élément facilitant, évidemment, c'est la maîtrise du français, mais aussi, pas juste le français comme qu'on apprend à l'école, mais tous les codes, les usages, l'accent. Une fois qu'on l'a, ça va bien, mais en contrepartie, c'est aussi un enjeu. Et la facilité de retourner aux études pour les personnes sur un statut de résident permanent a été mentionnée aussi comme adulte, de pouvoir retourner à l'école quand même de façon relativement accessible. Donc, juste mettre une petite citation pour la question du français, qui est aussi la patience des collègues par rapport au français, parce que aussi le français perçu, les accents. Donc, c'était Miguel qui disait que lui, son expérience est très positive. Dans l'équipe, ils sont patients pour expliquer, ils utilisent beaucoup de traducteurs. C'est une tâche à faire, ils la font avec moi, ils prennent le temps. Fait qu'il faut aussi se mettre dans un contexte que on travaille fort, tout va vite, mais ça prend aussi des équipes que quand il y a des enjeux d'accent, de compréhension, on prend le temps. Fait que c'est pas juste d'apprendre le français à l'école, c'est aussi d'avoir des équipes qui sont sensibles à ça. Et parmi les éléments facilitants, c'est aussi le fait d'apprendre en travaillant au niveau du français puis d'avoir l'occasion de progresser. Alors, en contrepartie des défis, même dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, premier défi nommé par, je pense, 80% des répondants, voire plus, c'est trouver un employeur. Fait qu'on voit vraiment les enjeux de maillage, réseautage, et c'était un des répondants qui disait, dans la construction, parmi les réglementations, ça prend comme 150 heures pour pouvoir, de garantie d'emploi, pour pouvoir accéder au bassin notamment. Il dit, ben c'est pas facile d'avoir les 150 heures. Donc, il y a vraiment un enjeu que chacun se rencontre, mais il y aura aussi peut-être un certain paradoxe du fait que parfois il y a des attentes implicites de la part des employeurs qui fait qu'il veut une personne aujourd'hui, maintenant, mais peut-être que faudrait que la personne soit fonctionnelle et ait tout ce qu'il faut aujourd'hui, maintenant. Donc, il y a aussi l'importance d'avoir des fois des tampons qui permettent à la personne immigrante de s'insérer, mais graduellement dans l'emploi. Le français, j'en ai parlé. Le processus complexe de reconnaissance des expériences et des diplômes, en fait, est mentionné par les personnes immigrantes, les employeurs, les acteurs clés. La Commission de la construction du Québec a entendu le message. Donc, on verra qu'est-ce qu'il fait à ce niveau-là pour voir, sachant qu'il y a la Commission de la construction du Québec, mais aussi le ministère de l'Immigration, il y a aussi l'Éducation, il y a les RAC. Donc, il y a vraiment, pour une autre recherche, ceux qui sont en relation industrielle ou autre, il y a vraiment une analyse des processus à faire qui serait super intéressant pour voir justement là où c'est plus complexe. Moi, je pourrais vous en parler encore très, très longtemps pour ceux qui sont intéressés. Il y a également tous les coûts qui sont liés aux traductions de documents, au processus aux traductions de documents. On avait un répondant qui disait, bien moi, je dois faire reconnaître mes heures. Donc, c'était Eduardo qui vient d'Argentine, qui a étudié en électricité, il y a tous les papiers
comme parmi les personnes rencontrées, c'est magnifique, sauf que tous les papiers sont en espagnol. Et pour la reconnaissance des arts, par exemple, il faut faire traduire en bon québécois les slips de paye, donc les relevés d'emploi. Mais là, c'est les relevés d'emploi des dernières années. Donc, ils disent c'est 60 $, 80 $ par page des slips d'emploi. Pour les 3 dernières années, ça va coûter une fortune. Donc, lui, il a mis en attente finalement son processus parce qu'il n'y avait juste pas l'argent pour ça. Après ça, il y en a qui me diront « Ah, ben oui, mais ils sont tous pareils. » Oui, mais est-ce que c'est accepté? Est-ce que la personne sait qu'elle peut négocier aussi avec son traducteur? Donc, il faut se mettre dans la peau d'une personne qui n'est pas à même non plus peut-être de négocier des coûts ou de voir des façons alternatives d'arriver au même résultat. Mais lui, de son point de vue à lui, il fallait faire au complet. Et c'était écrit aussi que c'était ce qui était attendu de la part de la Commission de la construction du Québec. Donc, il a mis ça sur pause. Et soit dit en passant, je ne vous l'ai pas dit, mais le temps pour se faire reconnaître dans les métiers de la construction, il y avait une partie, peut-être à peu près 30%, ça prenait moins d'1 an, mais l'autre, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans se faire reconnaître dans le secteur de la construction. Donc, il y a aussi la durée des processus qu'il y a à prendre en compte. Et finalement, il y a la question aussi des exigences physiques du métier. Être couvreur avec cette température-là, puis être sur un toit, c'est pas évident. Donc, il y a le fait, si on a un accident du travail, qu'on est en arrêt, qu'on veut revenir, il y a aussi le stigma. Donc, si on est immigré à 30, 40 ans, c'est pas la même chose que quand on a 20 ans. Donc, vraiment, c'est un métier qui dépend de la bonne forme physique du corps, surtout quand on commence, là je le dis entre guillemets en bas de l'échelle, si on commence comme avec les cartes d'apprenti ou comme manœuvre, c'est encore plus exigeant que si on est compagnon. Mais c'est pas vrai, compagnon c'est tout exigeant. Honnêtement, je serais incapable de faire ce métier-là, je lève mon chapeau, mais tout ça pour dire que pour le corps, c'est aussi exigeant. Ce qui amène différentes recommandations. La première qui revient dans presque 100% des cas, c'est embaucher davantage de personnes immigrantes sans expérience québécoise. Quand on est dans le secteur de l'employabilité, c'est quelque chose qui revient souvent à la fameuse expérience canadienne. Favoriser l'avancement professionnel, avoir des superviseurs sensibles vis-à-vis des personnes immigrantes. Donc, c'est pas juste l'employeur, hein, c'est aussi les collègues, les superviseurs. Améliorer l'offre de services dans d'autres langues. Francisation en entreprise, du financement additionnel, simplifier les démarches, puis offrir des permis ouverts pour les travailleurs étrangers temporaires. Mini-pause, parce que je trouvais important de revenir là-dessus par rapport au volet soutien de la maisonnée puis du SWAT, puis on y reviendra. Ce qu'on voyait également du point de vue des personnes immigrantes, c'est un fort intérêt pour une population qui est vraiment invisibilisée. À Montréal, ils faisaient des sessions d'information, il y avait 300 personnes, beaucoup de personnes demandeurs d'asile sans statut, donc on voit vraiment l'intérêt de, quand on élargit, puis qu'on ne met pas les conditions du statut d'immigration pour accéder, les gens sont là, sont à l'écoute. Après, il faut voir qu'est-ce qui est possible concrètement de faire comme démarche. Donc, on a vu l'importance donc d'une accessibilité des services de soutien, peu importe le statut d'immigration. Et l'importance aussi d'un accompagnement plus large que juste le placement à l'emploi ou l'objectif professionnel, où il y a vraiment des dimensions autour, autant l'insécurité résidentielle, j'ai pas d'appartement, j'ai perdu mon appartement, je suis en attente de mon permis de travail, qu'est-ce que je fais en attendant, l'employeur veut bien, mais il me demande de l'argent. Imaginez n'importe quelle question qui fait que vous ne pouvez pas être en emploi, le transport, la garderie, etc. Fait qu'on a vu vraiment la plus-value de l'accompagnement comme dans le système et les retombées positives, que ce soit le SWAT ou la maisonnée, il y a vraiment eu des réseautages auprès des employeurs, des syndicats, des écoles, et on a vu comment c'est extrêmement facilitant. Ce que les organismes communautaires font déjà, mais là, ça a comme donné un petit coup de pouce supplémentaire parce qu'on le fait, mais pas nécessairement pour le secteur de la construction, avec aussi une perception que c'est un milieu fermé, je pourrais pas. Donc, il y a vraiment comme eu un effort de développer à ce niveau-là avec un soutien de part et d'autre et aussi une ligne téléphonique avec Emploi Québec ou avec des syndicats pour répondre à toutes sortes de questions. Est-ce que
L'ASP construction, cours santé-sécurité sur des chantiers, si je suis demandeur d'asile, je n'ai pas droit à la formation, mais est-ce que je peux prendre l'ASP construction, par exemple? La réponse est oui, même avec un statut de visiteur à la limite. Donc, il y a plein de petites questions comme ça où chaque personne, c'est des trajectoires particulières. Donc, il y a vraiment un intérêt à voir. Il y a différentes voies d'entrée aussi dans le secteur de la construction. Je ne vous ai pas introduit, mais il y a comme 6 voies de reconnaissance possibles. Quelles sont-elles? Quelle est la plus stratégique? Laquelle je peux prendre à partir de mon statut d'immigration? D'autant plus dans un domaine où à chaque personne qu'on appelle, on n'est pas sûr d'avoir l'information juste parce que c'est pas tout le monde. Puis je suis déjà dans mes conclusions, mais si je suis par exemple sur un statut temporaire, j'appelle un conseiller parce que je veux être reconnue pour mes arts, puis il dit ben va t'inscrire par exemple à la reconnaissance des acquis. Qui délivré par les écoles, mais je suis sur un permis de travail, je n'ai pas accès à la reconnaissance des acquis, ou sinon, ben, je dois payer des frais pour étudiants internationaux. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer comment il y a comme une complexité dans l'accompagnement, où est-ce qu'on est vraiment à l'interface entre la langue, les reconnaissances pour des personnes qui ont d'expérience à l'étranger, et le statut migratoire, qui fait que ce n'est pas tous les chemins qui sont possibles selon les profils des personnes. Ça, c'est pour la construction, mais si vous êtes dans d'autres domaines, comme pour les infirmières, les médecins, dès qu'on tombe dans les enjeux de reconnaissance professionnelle, dès que c'est réglementé ou régi, il y a une petite complexité qui s'installe, entre guillemets petite, où ça prend vraiment une certaine expertise. Et actuellement, au Québec, comme chacun travaille un peu en silo, bien la reconnaissance, c'est là, l'immigration, c'est là, l'éducation, c'est là, tandis qu'il n'y a pas nécessairement de conjugaison d'expertise pour qu'il y ait une personne, sauf Karen, qui dise, bien, j'ai tel statut, tel métier, je veux faire ça, bien, c'est quoi mes options possibles? Donc, selon à qui vous parlez, il n'y aura pas toujours les mêmes réponses, et c'est ce qu'on a constaté dans la recherche. Là, je vais aller plus rapidement pour les employeurs. Ça va, il me reste 15 minutes, 10 minutes? 10, parfait. Donc, du point de vue des employeurs, je veux juste insister sur l'hétérogénéité des employeurs. Okay? Ce n'est pas tous les employeurs qui veulent des permis fermés. Il y a des employeurs qui se démènent vraiment. Et parmi les recommandations des employeurs, il y a aussi avoir un permis de travail ouvert. On a un billet dans la recherche. On a rencontré une 60aine d'employeurs, en fait, qui voulaient parler d'immigration. Donc, on a vu quand même des éléments comme positifs quand il y a une volonté qui est là. Donc, pour eux, ils embauchent des personnes migrantes pour répondre à la pénurie. Ils apprécient la qualification de la main-d'œuvre, la loyauté. Bon, ça, on pourrait en discuter, mais il y a beaucoup d'éléments en lien avec la personnalité, l'attitude de la personne, son travaillant, son loyaux, j'en veux davantage. Mais on pourra en reparler. Dans les éléments facilitant pouvoir embaucher rapidement, on était dans un contexte où il y avait vraiment des possibilités dans plusieurs régions avec l'ouverture de bassins. Beaucoup de ressources humaines qui sont quand même assez dédiées, sachant que beaucoup de personnes commencent à travailler avant d'être reconnues. Donc là, il y avait des démarches même d'accompagnement pour l'obtention des certificats de compétences ou pour progresser dans l'entreprise. Certains s'occupent aussi des permis de travail, etc., pour des gens déjà sur le territoire, là, on s'entend. Dans les enjeux, c'est des emplois saisonniers. C'est vraiment difficile d'appliquer les principes équité, diversité, inclusion dans des contextes où on n'est pas dans un bureau, on est dans des équipes de travail qui bougent à l'extérieur. Donc, il y a vraiment un enjeu d'application, des enjeux d'accès à la santé, des dimensions de travail, etc. Donc, dans leurs recommandations, qui ressemblent pour certaines à celles des personnes immigrantes, simplifier l'accès aux certificats de compétences, des guichets spécifiques où la personne pourrait aller, par exemple, à la Commission de la construction du Québec, avoir l'information juste, francisation, cours sur la diversité dans les écoles de métiers, programme de formation dans les entreprises pour tous les employés sur le vivre ensemble, puis des mesures pour favoriser l'embauche à l'international, mais pas juste pour des permis fermés, aussi pour des permis de travail ouverts notamment.
Donc, ce qui nous amène à certains éléments transversaux. Je vais revenir sur les éléments transversaux, puis ensuite, je vais aller directement dans quelques points spécifiques pour les travailleurs sur un statut temporaire. Donc, ce qu'on a vu qui était fondamental dans la recherche, c'est tout ce qui est en jeu au niveau de la langue, où langue communication va faire que notamment pour les personnes sur un statut temporaire, ça peut amener une mise à la marge. Si mon français n'est pas suffisamment bon ou n'est pas perçu comme suffisamment bon, on dirait que c'est plus difficile d'entrer dans le secteur de la construction quand c'est régi. Donc, je peux travailler en rénovation, un employeur va m'embaucher en rénovation, mais pour travailler comme à travers la CCQ avec les syndicats, etc., c'est plus difficile. Donc, il y a vraiment comme une périphérisation, mais aussi où la langue va faire aussi une espèce de jeu de domino, où est-ce que si je suis allophone à la base, j'ai de la difficulté à trouver d'informations, c'est plus onéreux pour les processus de reconnaissance, etc. Donc, une espèce de pot-pourri d'enjeux en lien avec la langue qui va faire que pour les personnes allophones, c'est vraiment, vraiment plus complexe. Ce qu'on a constaté aussi, c'est des possibilités différentes selon les statuts d'immigration qu'il faut vraiment investiguer davantage. Donc, il y a les possibilités de se faire reconnaître et de réaliser des projets. Il y a vraiment une distinction fondamentale entre les résidents permanents, citoyens canadiens, résidents permanents, et les personnes sur un statut temporaire. Donc, j'ai mentionné par exemple l'éducation. Donc, sur un statut temporaire, je n'ai pas accès aux mêmes voies de reconnaissance pour me faire reconnaître à part pleine et entière. Donc, il y a vraiment encore là cette espèce de périphérisation-là ou de système à deux vitesses. Donc, nous, dans la recherche, on axe vraiment, ça prend un accès universel. Ne serait-ce que si je suis demandeur d'asile, je n'ai pas accès à tout soutien pour être accompagné dans mes démarches de recherche d'emploi. Et pourtant, je suis ici pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus. Mais on me dit, on va t'aider pour trouver ton permis de travail, mais pas pour te faire reconnaître, pas pour trouver le bon emploi pour toi, pas pour réseauter. Donc, il y a vraiment une différenciation en lien avec le statut d'immigration qui, moi, m'interpelle énormément, sachant que ce sont des gens qui sont ici et pour lesquels on a vraiment tout intérêt à valoriser des compétences et à accompagner dans les différentes étapes pour aller en emploi, se maintenir et puis progresser. Il y a un autre élément qui a retenu notre attention, que j'ai nommé comme la périphérisation. Il y a vraiment une distinction entre tous les emplois dans l'assujetti ou le non-assujetti. Je vais juste donner un petit exemple supplémentaire par rapport aux personnes sur un permis de travail qui sont recrutées à l'international notamment. Donc, certaines entreprises vont... et là, ça, c'est l'exemple positif. Okay? Certaines entreprises qui recrutent à l'international ne peuvent pas faire l'ensemble des démarches de reconnaissance pour la personne immigrante. Donc, quand elle arrive ici, elle doit, une fois qu'elle a son numéro d'assurance sociale, une fois qu'elle a son adresse, elle a accès à faire certaines démarches pour accéder à ces certificats de compétences pour travailler dans le secteur de la construction. Donc, ce qui fait que quand tu es temporaire, que tu arrives, que tu sors de l'avion, il faut attendre un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant d'avoir tous tes papiers pour travailler dans l'assujetti. Donc, pour des employeurs, pour des personnes immigrantes, c'est vraiment un enjeu parce que, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu ici pour être cimentier, tu ne peux pas travailler comme cimentier sur des chantiers parce que tu as besoin des papiers. Donc, le côté positif, c'est que certains employeurs qui ont les deux, qui ont la possibilité de faire d'autres types de travaux, peuvent à ce moment-là faire que la personne travaille plus rapidement. Donc, ça, c'est une plus-value. Encore faut-il que le permis de travail le permette. Donc, on entre un peu plus dans la complexité. Du point de vue des personnes migrantes, le fait de pouvoir, des fois, c'est ça, travailler dans d'autres choses permet aussi de se familiariser graduellement, etc. Par contre, là où ça devient moins intéressant, c'est quand ça devient un peu une marginalisation parce que, tu n'as pas réussi à avoir tes papiers, là, tu n'as pas accès aux mêmes avantages finalement. Est-ce que vous me suivez quand même? Okay, parce que nous, on est dedans depuis des années, on se comprend, mais
c'est pas toujours évident juste de comprendre assujetti, non assujetti. Ça, on va le passer. Peut-être je vais dire un petit mot, je vais vous la résumer, là, lisez pas tout le contenu. Un dernier élément pour nous qui était hyper intéressant, c'était toute l'importance de relier ensemble dans un contexte où, autant pour les personnes immigrantes, les employeurs, les conseillers en emploi, on est dans un contexte extrêmement institutionnalisé. Il y a des étapes, il y a des parcours, etc. En même temps, les relations informelles pour trouver du travail sont cruciales, sont fondamentales du point de vue de tout le monde. Donc, nous, on a vraiment vu l'intérêt à voir comment on peut faire des ponts entre les secteurs institutionnels, informels, communautaires, pour justement favoriser le parcours d'insertion de la personne. Donc, on a vu l'importance de l'accueil, mais l'importance aussi de pouvoir passer d'une ressource à l'autre. Et voilà. Des éléments qu'on n'a pas pu approfondir dans la recherche, c'est toute la question des femmes immigrantes. Donc, il y aura encore beaucoup à faire. Les enjeux de santé et sécurité au travail et puis toute la question des agences de placement local et de recrutement international. Nous, c'était à l'époque où ça commençait. Il venait d'avoir un assouplissement quand on a commencé la recherche. Donc, peut-être qu'aujourd'hui ou dans 2 ans, il y aura des changements. On pourra également y revenir. Donc, cette recherche-là a permis de dégager un ensemble de recommandations. On en a dégagé une trentaine. Le rapport est en ligne déjà. Si vous êtes curieux, googlez-moi ou je vous enverrai. En tout cas, le lien est là. Il est vraiment trop long. Mais le rapport est en ligne et il y a un ensemble de recommandations qui visent vraiment à regarder l'ensemble de la trajectoire et à partir aussi d'enjeux, différents enjeux, que ce soit la langue, le soutien financier, l'accompagnement, etc. Je ne les nommerai pas tous parce que ce n'est pas des listes d'épicerie, ça prend vraiment une volonté aussi, ça prend un certain leadership, mais je vous ai dégagé une dizaine de recommandations qui touchent particulièrement les personnes sur un statut temporaire, dont le soutien et l'accompagnement personnalisé à toutes les étapes du parcours, en pensant à un accès universel. Faciliter la délivrance du permis de travail. On a vu, par exemple, le programme de régularisation des travailleurs du secteur de la construction à Toronto, qui n'avaient pas aucun statut. Ça s'est fait, c'est un projet pilote, pourquoi pas ici. Élargir l'accès à la reconnaissance professionnelle, l'information dans différentes langues, le soutien financier pour aller à l'école. On a vu la formation, etc., mais les personnes sur un statut temporaire n'ont pas accès à la formation. On a vu pour les préposés aux bénéficiaires comment pour des demandeurs d'asile qui travaillaient déjà ne pouvaient pas finalement améliorer leurs conditions. Est-ce que ça va faire la même chose pour les travailleurs de la construction qui ne peuvent pas être reconnus et qui pourraient en bénéficier? Ce serait bien de mettre ça sur la table. Si certains d'entre vous avaient des contacts, moi je vais continuer à en parler. La francisation adaptée au secteur de la construction, aussi favoriser la francisation en entreprise, soutien à la défense des droits, accessible, confidentiel, multilingue, c'est tellement fondamental. C'est pas toutes les régions qui sont bien desservies. Et puis on a vu aussi l'importance d'un soutien psychosocial. Donc, je m'arrête là. Vous avez mes coordonnées. Celle de Lucio aussi avec qui j'ai réalisé la recherche. Donc, n'hésitez pas. Puis merci pour le temps alloué. Je pense que j'ai dépassé un peu. Merci.